La couverture, c'est des photographies d'une exploration polaire de 1897 que j'ai découverte par hasard dans un musée à Copenhague il y a quelques années. Et ce qui est particulier avec ces explorateurs, c'est que donc ils sont partis pour survoler le pôle Nord en ballon et dans un premier temps ils ont disparu, donc ils se sont vraiment envolés au sens propre et au sens figuré. On n'a plus eu de nouvelles d'eux pendant 33 ans. Et c'est qu'en 1930 qu'on a retrouvé donc leur corps, leur campement, et aussi des rouleaux de négatifs, donc on a pu développer miraculeusement, parce qu'ils étaient évidemment très endommagés d'avoir passé ces 33 ans dans la glace, dans la neige, vraiment sur l'île la plus au nord du monde, qui est bien nommée Île Blanche. Et donc ces photos ont été développées et moi j'ai eu la chance de les rencontrer voilà, par hasard dans ce musée. Et c'est des images qui ont vraiment une espèce de matérialité très étrange parce qu'elles sont très abîmées et elles ont vraiment pris l'empreinte physique du paysage. C'est-à-dire que cette glace, cette neige, elles ont impacté, marqué les images presque comme dans de la gravure en fait. Je vois qu'il y a ici beaucoup de gravures. Le pôle Nord a vraiment gravé sa matière sur ces images, en plus évidemment de la silhouette des explorateurs qu'on y découvre. Et donc il y a vraiment un côté fantomatique déjà dans la matière des images, on a l'impression de les voir comme ça, comme des revenants, et il se trouve que c'est vraiment des revenants à travers la photographie, puisqu'ils reviennent donc 33 ans après à travers les photos. Voilà, donc ça a été la rencontre avec ces images-là qui m'ont tout de suite fascinée. J'ai tout de suite souhaité faire un livre à partir de ces photos, même dans le musée le jour même. Et puis après, évidemment, j'ai creusé leur histoire et ça s'est confirmé. Voilà. Alors l'histoire a été creusée au travers des photos, certes, mais au travers des carnets également, retrouvés sur place, et des correspondances également. Oui, alors il y a déjà un certain nombre de documents, vous avez raison, qu'on a retrouvés sur place, dont leurs journaux d'expédition, qui ont été retrouvés donc, sur ce fameux campement, au même endroit que les images. Donc il y a une matière assez extraordinaire parce que, bon, déjà j'ai découvert vraiment des personnages assez cocasses par moments, toujours très optimistes, très singuliers. Pour avoir du coup, c'est pas un sujet que je connaissais du tout au départ, mais je me suis mise à lire beaucoup de récits d'explorateurs et à me rendre compte justement à quel point eux détonnaient avec les autres. Très mal préparés, traînant des bouteilles de champagne jusqu'au bout, avec des nappes en soie, enfin des cravates en soie, pardon, et des nappes brodées, enfin voilà. Racontant toujours les choses avec un optimisme forcené. Si bien que la phrase, je crois, la plus désespérée d'André à partir du froid, pour parler du froid, c'est... Alors il écrit vraiment au début de l'automne, il écrit « Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai mis des chaussons de feutre et je vais, ce soir, dormir la tête couverte. » C'est la plus grande plainte qu'on trouve. Bon. Donc voilà, c'est vraiment cette matière, elle était extraordinaire pour moi, parce que déjà c'est une source d'information, évidemment, ils écrivent tout ce qu'ils font au jour le jour, donc c'était vraiment une matière très intéressante, et en plus il y a leur écriture que j'ai trouvée aussi très particulière, aussi parce qu'on la voit différemment avec le temps qui a passé. Évidemment ils s'expriment comme des hommes de leur époque, donc ils ont à la fois quelque chose de très, voilà, un langage très choisi et en même temps parfois très décalé par rapport à ce qu'ils vivent, et ça devient presque de la poésie par moments. Il y a des passages qui ressemblent à des haïkus un peu surréalistes, enfin, c'est très étonnant. Voilà, donc ça a été une matière vraiment riche, et après bien sûr il y a toute la documentation qu'on peut trouver autour de l'expédition, donc les travaux qui ont déjà été faits dessus, les différentes correspondances, dont celle de l'un des explorateurs, de Niels, avec sa fiancée Anna aussi. Donc je ne sais pas si on a signalé que pour les personnes qui ne l'ont pas lu, c'était des explorateurs danois en fait. Suédoises, pardon. Trois ingénieurs, dont un photographe. C'est une époque où la Suède et la Norvège ne faisaient qu'un, et eux ils sont suédois. Oui, parce que ce sont des scientifiques, enfin des ingénieurs, c'est ça. Donc aussi il y a ce côté pour l'époque positiviste, quoi, voilà, du regard posé sur. Voilà. Alors la question du regard, pour moi, ça a été très important dans tout le livre, parce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire eux, c'est porter le regard de l'homme plus loin, puisque leur but au départ, l'appareil photo doit servir à cartographier la zone. Donc ils veulent prendre des photos aériennes pour la cartographie.
Et puis évidemment, le ballon tombe au bout de 3 jours, comme on le voit sur cette image. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'une des premières choses qu'ils font, c'est donc de faire ces images. Alors, il y en a toute une série. Il y en a certaines où ils sont comme ça sur le ballon. Donc vraiment, ils posent avec le ballon, qui quand même matérialisent leur échec. Enfin, c'est quand même... c'est pas catastrophique. Non, ils en prennent leur parti et puis ils vont utiliser l'appareil pour un autre usage, c'est-à-dire pour documenter leur vie quotidienne et sans doute aussi pour créer un lien avec un futur regardeur, enfin pour laisser des traces en fait de leur aventure et c'est aussi leur volonté à eux très forte de laisser des traces. Moi qui m'a émue et qui m'a donné envie d'écrire cette histoire. Il y a vraiment un fil, je trouve, tendu entre eux et nous. On va retrouver le corps d'André, donc le chef de l'expédition, avec le journal très bien emballé dans du foin, dans une veste. Donc on voit qu'ils ont vraiment pris un très grand soin à préserver avant tout le récit de leur aventure. Oui, pardon. Non, je vous en prie. Allez. C'est étonnant parce qu'ils n'ont pas préparé cette expédition. Elle n'est pas préparée au sens scientifique. Elle est mal préparée. Elle est très mal préparée. Enfin, ils font pied de nickelé. Tout à fait. Ce qui est étonnant de la part de scientifiques, quand même. Hein. C'est quelque chose qui m'a surpris. Ils ont ce côté très pragmatique, mais c'est pas des hommes de terrain. Et pour moi, ils ont une vraie folie, enfin, en tout cas surtout André, parce que les deux autres sont un peu obligés de le suivre. Et puis on va apprendre en plus qu'André savait qu'il y a un fait que je ne donnerai pas pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais qui montre que lui savait que l'expédition avait de grands risques d'être un échec. Lui, il a une vraie folie d'homme pragmatique. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça, pour qui tout est très carré, tout est très... Et en même temps, ils vont dans leur logique, et leur logique s'emballe et devient complètement folle. Et c'est un peu quelqu'un comme ça, André. C'est quelqu'un qui se veut très raisonnable, très scientifique. Bon, après, il faut aussi les remettre dans le contexte de l'époque. C'est quand même une époque où on connaît très mal ces régions, on ne les connaît pas d'ailleurs, à peu de choses près, et où on est dans une surenchère comme ça de découvertes, d'expériences. Ils ne sont pas du tout les seuls à faire des choses folles. Et le fait de mourir pour faire avancer l'humanité derrière soi, c'est assez commun à l'époque. Enfin, la vie humaine, pour eux en tout cas, n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'ils veulent faire comme avancée. Aussi, alors il y a un côté fantasme du Grand Nord qui est sympathique, et puis il y a aussi un côté un peu moins sympathique qui est assez nationaliste. C'est aussi, ils veulent aussi planter leur drapeau. Ah bah oui. Ça, nommer. Absolument. Oui, c'était l'époque aussi qui voulait tout connaître, aller partout, et voilà. Même au détriment de la nature. Il y a une photo où on voit ils ont tué un ours, mais c'était pas pour se nourrir, quoi. Ils tuent beaucoup d'ours. Voilà. Alors parce que dans un premier temps, surtout. Ouvert, mais voilà. En tout cas, sans doute surtout pour se montrer dominant par rapport au paysage, quoi, pour avoir un ascendant. Et c'est vrai que moi je l'ai aussi vu cette histoire comme une espèce d'allégorie un peu, parce que finalement c'est eux qui se font avaler par le paysage, donc là ils perdent dans cette histoire quelque part, même si ça donne lieu à des très beaux moments pour eux, parce qu'ils écrivent eux-mêmes qu'ils sont émerveillés, enfin ils sont vraiment très curieux et très, très, très sensibles finalement à ce paysage qui les entoure, et en même temps il va les avaler. Mais il les a avalés eux, mais aujourd'hui c'est le paysage à son tour qui est emporté par cette espèce d'élan dans lequel eux ont été tellement volontaires et tellement enthousiastes. Donc c'est vrai que moi j'ai tout de suite voulu parler de cette expédition depuis le présent, depuis aujourd'hui, parce qu'il m'a semblé qu'il y avait vraiment des échos et que ça aurait été dommage de rester dans ce moment-là, mais au contraire ce que j'ai essayé de faire en tout cas c'est de déplier un petit peu tout ce temps qui nous sépare d'eux et de voir un petit peu ce que ça avait produit aussi sur notre monde, ce genre d'expérience, évidemment pas la leur uniquement, mais voilà, cette espèce d'appétit comme ça de tout, de découvrir, de mettre sa marque partout. À propos des noms, je ne sais pas si vous avez lu le livre il y a une autrice, Bérangère Cournu, qui a fait un livre sur les Inuits à la rentrée, là, qui s'appelle De pierre et d'os. Très beau, Et on a fait plusieurs rencontres d'ailleurs ensemble. Et elle racontait que les Inuits nomment toujours les... C'était drôle.
Elle racontait que les Inuits nomment les hommes à partir du territoire. C'est-à-dire que souvent, le nom vient du lieu où on est né. Par exemple, on va appeler un enfant celui qui est né là où la lune est haute, ou des choses comme ça. Et à l'inverse, les explorateurs, évidemment, et les occidentaux en général, ils ont un rapport complètement inverse, parce que c'est leur nom à eux qu'ils veulent donner au pays. Voilà. Je trouve que c'est une anecdote qui montre bien... le sens de la propriété. Hein. Ouais. Oui, et puis de laisser sa marque à soi. Voilà, c'est vraiment deux rapports au monde qui sont complètement opposés. Ce qui est d'émouvant aussi, je trouve, c'est que c'est finalement la fin d'une, comment dire, d'une forme d'existence de notre monde à nous qui les ramène à l'existence. Absolument. Par le biais des traces qu'ils ont laissées. Oui, puisqu'ils sont découverts par une première fonte des glaces exceptionnelle dans les années 30, qui à cette époque-là est un épisode qu'on pense encore exceptionnel, qu'il était peut-être d'ailleurs encore à l'époque, mais qu'il n'est plus aujourd'hui. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est ça qui les met au jour. De la même manière qu'aujourd'hui, la fonte des glaces au Svalbard, donc cet archipel d'où ils partent et dont je parle, révèle des traces géologiques très anciennes, où on découvre en fait des choses sur l'histoire de la Terre, mais au moment même où ça disparaît. Voilà. Je prends un petit verre d'eau. Oui. Alors, êtes-vous allé sur les lieux? Alors oui. Alors je suis allée sur les lieux, mais en ballon. Merci. De manière. Non, je demandais si vous saviez combien de temps ils ont pu rester comme ça à vivre. Ah oui, précisément. Oui, c'est le journal d'après le journal. Oui, alors normalement ils s'arrêtent d'écrire, mais on imagine qu'ils sont morts assez peu de temps après s'être arrêtés d'écrire, donc on n'a pas la date précise de leur mort, mais en gros ils ont marché 3 mois sur la banquise. Ah voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, on le sait mais on ne l'a pas forcément assimilé, c'est que la banquise c'est un paysage mouvant évidemment, parce que c'est la mer gelée, donc ça change tout le temps, et puis ça recule, enfin ça bouge, donc il leur arrivait de reculer de 30 km alors qu'ils avaient marché de 10, parce que la banquise... Donc il y a vraiment une espèce de corps à corps comme ça avec ce paysage qui est vivant et qui est aussi mobile qu'eux, quoi. Et oui, donc pour répondre à votre question, je suis allée au Spitzberg, mais plutôt vers la fin de l'écriture, parce que je pensais que c'était complètement inaccessible et donc j'avais pas prévu forcément d'y aller. Et puis il s'est avéré que c'était possible, mais dans des conditions très modestes qui sont les miennes, c'était pas une vraie expédition, mais quand même ce que j'avais envie de voir, c'était un petit peu une palette de sensations, d'odeurs, voir le soleil de minuit déjà, j'avais envie de voir cette lumière-là. Et c'est vrai que ça a été très important finalement, même si ça a été à la fin du livre, parce que déjà ça m'a donné cette connaissance un peu physique du lieu. Et puis aussi de voir justement de ses yeux, même si on le sait tous, à quoi ressemble ce paysage aujourd'hui par rapport à justement leurs photos. Ça a été assez vertigineux pour moi parce que j'avais écrit tout mon livre sur la question du blanc, en prenant vraiment le blanc non seulement comme paysage, mais aussi comme image de l'effacement, de l'absence, de la disparition. Et finalement, quand on voit que c'est le blanc lui-même qui disparaît, il y a une espèce de vertige et de se dire mais qu'est-ce qui vient après ça et comment on va continuer à dire l'absence si même la couleur de l'absence est elle-même en train de disparaître. Voilà. Donc ça a été important et c'est vrai que ça a complètement dirigé la fin du livre en fait, le fait d'être allé là-bas. Il y a eu un impact sur le livre en fait. Et aussi c'était un voyage très très court et vraiment bricolé avec les moyens du bord. Vous y êtes allé comment? Pas en dirigeable. Alors en fait c'est très très simple d'aller en avion d'Oslo au Svalbard, c'est vraiment ça coûte peut-être... Bon, j'ai dû payer 30 € d'avion, enfin vraiment c'est extrêmement accessible. Par contre, on ne peut pas sortir de la ville, la capitale du Svalbard qui s'appelle Longyearbyen, parce qu'il y a beaucoup d'ours autour. Donc pour sortir de la ville, il faut avoir un guide ou faire une formation à la carabine. D'accord. Deux choses qui m'étaient inaccessibles. Donc en fait, on est resté dans la ville, qui est une ville qui est déjà en plein milieu de l'Arctique, enfin qui est déjà dans un paysage très spectaculaire, et puis on peut sortir quand même un petit peu, mais on ne peut pas s'éloigner trop. Et on a pu faire une seule
excursion en bateau jusqu'à la ville de Pyramiden, dont je parle aussi dans le livre, qui est une des villes, il y en a plusieurs, des villes soviétiques qui ont été construites donc pendant l'ex-URSS en Arctique. C'est encore une espèce d'image de la mégalomanie humaine parce qu'ils ont construit des villes dans un endroit où évidemment pas du tout fait pour. Donc ils ont importé de l'herbe d'Ukraine pour qu'il y ait de l'herbe, enfin tout est complètement... Et ces villes ont été désertées à la chute du mur, donc très brutalement. Donc on a encore l'intérieur des bâtiments avec tout ce qui est encore là, comme si les gens étaient partis la veille. C'est un endroit très très étrange. Oui, il y a une auteure norvégienne qui en parle. Ah oui? Oui, elle est publiée chez Actes Sud, mais en polar. Elle s'appelle Monica Christensen. Ah oui, j'ai lu un de ses livres, alors pas sur le Donc l'expédition, qui est son dernier, va jusque-là et parle de ces vestiges soviétiques complètement. Voilà. Et elle a fait un polar à Longyearbyen aussi. Et je suis en train de le lire. Je suis à Longyearbyen actuellement. Il y a aussi un livre chez Actes Sud d'un auteur... je crois norvégien aussi, dont j'ai oublié le nom, qui est vraiment une espèce de récit vraiment sur Pyramiden, mais qui n'est pas vraiment un essai, mais qui est plutôt un livre documentaire vraiment sur la ville et qui est très intéressant aussi, qui s'appelle Pyramiden tout simplement. D'accord. Oui. Oui, parce que le roman de Christensen, l'expédition, c'est aussi de nos jours une expédition ratée, parce que mal embouchée dès le début et avec des motivations qu'on découvre, c'est le ressort du... Mais bon, c'est ça, comme un monde sans rivage, enfin, la limite, c'est mieux préparé au 19e siècle que ça fait penser aussi à ces expéditions où l'homme veut à tout prix aller planter son drapeau, comme les gens qui se précipitent pour aller grimper l'Everest, où il paraît que c'est un embouteillage permanent à la saison. Oui, voilà. Et là, dans un monde sans rivage... Il y a des expéditions ratées qui réussissent pas mal. Je pense à Christophe Colomb. Ah bah oui, justement, sans aller jusque-là, c'est vrai que moi j'ai essayé de m'intéresser à ce qui se passe après l'échec. Justement, quand on échoue, bon, eux, au bout de 3 jours, le ballon tombe, ça y est, ils ont échoué, en tout cas à atteindre leur premier but. Voilà, le premier but, c'est ça. Donc ils sont obligés d'inventer une autre aventure, dans leur cas elle ne va pas réussir et elle va être tragique pour eux, mais malgré tout, c'est une aventure qui est extrêmement riche et c'est une aventure d'après l'échec. On a échoué et du coup, on est sorti des clous et donc on va inventer autre chose. Et ce qui est d'extraordinaire dans votre roman, mais je pense que vous avez les éléments pour l'écrire, c'est l'amour de la vie qui reste la joie de vivre. Ah oui, c'est incroyable. Le jubilé royal, ils en sont déjà à mettre du poil de renne dans la nourriture pour que ça cale pour davantage. Éviter de manger trop vite. Mais vous écrivez, nous laissons aller, dans le journal d'André, nous laissons aller à la joie de vivre. Et ça, c'est leur mot. C'est incroyable. Qui est très poétique. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais ils sont très singuliers de ce point de vue-là. Et ce qui est intéressant en tant qu'écrivain aussi avec cette matière-là, c'est déjà de se demander quel sens ça a finalement ce qu'ils écrivent. Est-ce que c'est une manière pour eux, moi c'est un peu ce que je pense, mais de se fabriquer un récit acceptable, c'est-à-dire eux-mêmes de garder le moral, parce que ce qu'ils écrivent, ils arrivent à voir le bon côté des choses, quoi. Ça peut être aussi écrit pour la postérité, donc ça peut être aussi très loin de ce qu'ils vivent vraiment, ça on peut pas le savoir. Et du coup, je trouve que ça ouvre un boulevard pour l'écriture, parce qu'il y a un énorme écart en fait entre les faits et non seulement ce qu'ils racontent, mais même les photos, parce que sur les photos, ils ont toujours l'air très chic, très détaché. Ils posent. Et puis je sais pas si vous êtes, pour celles ou ceux qui seraient allés voir les photos sur internet, ils sont toujours très très loin de l'appareil. Oui, c'est ça. Et ça c'est assez rare parce que pour avoir regardé beaucoup d'autres photos d'explorateurs, il y en a beaucoup, je pense à Shackleton, où vraiment où on les voit, où ils cherchent à témoigner justement de leur souffrance, du fait que leur peau est abîmée, leurs vêtements en lambeaux, etc. Alors qu'eux, ils s'arrangent toujours pour qu'on les voit vraiment comme des petites gravures de mode incrustées sur le plan. Et c'est très curieux parce qu'ils auraient très bien pu. Il n'y a aucune photo où on les voit en gros plan, quoi. Et donc tout ça, ça fait qu'on peut. Enfin, moi en tout cas, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander, mais quelle est la. Il n'y a pas une vérité, quoi. Il y a beaucoup de marge de manœuvre, d'invention, parce qu'il y a cet écart énorme
entre ce qu'il raconte, ce qu'il montre, et puis ce qu'on sait, quoi, quand même. Donc après, c'est une histoire d'interprétation, quoi. Oui, on voit Mike Horn de retour de son expédition. Oui. Là, oui. déjà, il a le nez très abîmé, Oui. alors qu'il est resté beaucoup moins longtemps que. Donc on peut imaginer que. Il y a quand même des traces physiques assez importantes. Le champagne, ça soigne. Tout à fait. Mais ce qu'ils arrivent à faire, c'est à donner des raisons de vivre et pas seulement de survivre. Et ça, c'est vrai qu'ils sont touchants pour ça aussi, parce qu'ils préfèrent faire un bon repas une fois dans la semaine, quitte à serrer la ceinture le reste du temps, mais pour que tous les jours soient pas identiques, quoi, pas qu'il y ait des choses qui... Mais on sent quand même, là je ne l'ai pas relu, mais il me semble qu'à certains moments dans le journal, il y a une forme quand même de mélancolie ou de réalisme qui pointe, qui a surgi quand même. Il y a vraiment des toutes petites choses, comme la phrase que j'ai dite tout à l'heure. À un moment, ils évoquent un tout petit peu des chicanes aussi. Enfin, je sais pas si c'est leur mot, mais ça reste très pudique. Alors que peut-être qu'ils savaient être sûrs. Au travers de l'écriture, ça reste très pudique. Oui, parce que je voulais pas inventer des faits, ça c'était un peu ma contrainte. Je voulais vraiment essayer de les faire exister par l'écriture et pas rester factuel, justement, essayer de rentrer dans les faits, même la plus petite chose pour la rendre sensible, mais je voulais pas inventer des faits, donc j'ai pas inventé de disputes. Mais ces disputes-là, enfin dans le roman, dans votre livre, elles témoignent de leurs soucis malgré tout, et moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, de préserver leur identité, leur particularité, chacun sachant qu'il ne devra sa survie éventuelle qu'à la solidité absolue du trio. Et du coup, il y a une espèce de vertige, mais qu'est-ce que je deviens, moi, qu'est-ce que je suis, moi, là-dedans. Et il y a tout l'épisode que j'ai trouvé très, très touchant et impressionnant, où il se remémore les souvenirs de jeunesse. C'est une façon de se réaffirmer différent, particulier. Oui. C'est vrai que c'est une question que je me posais beaucoup dans toutes les situations comme ça où il n'y a plus rien finalement qui montre notre individualité. Moi j'avais beaucoup travaillé là-dessus sur Une île, une forteresse, justement qui raconte, qui parle d'une ville qui a été un camp de concentration, donc évidemment on n'est pas du tout dans le même contexte, mais on est dans un contexte d'enfermement et de déshumanisation, enfin là pour le coup programmé, et c'est vrai que la question essentielle, il me semble, c'est comment garder des choses qui font qu'on est soi, et là, dans la mesure où ils sont trois, je me disais c'est vertigineux aussi le fait d'avoir toujours les deux mêmes visages en face de soi, dans cette blancheur permanente, cette lumière permanente. Comment garder une image de soi Et du coup, les disputes, c'est ce que vous écrivez, deviennent une occasion de manifester des failles, même si après, vite, il faut recoller, quoi. Tout à fait. Oui, parce qu'ils ne sont que trois. Oui, c'est terrible, 3 comme chiffre. C'est vrai. D'ailleurs, quand le premier meurt, les deux autres, ils abandonnent. A priori, meurent très vite après lui. C'est vrai que quand on se retrouver à deux, c'est terrifiant. Voilà, Mais c'est à ce moment-là, je pense que vous écrivez, je crois, il cesse de se rêver en héros pour retrouver une mémoire d'homme. Tout à fait. Ce serait intéressant de faire une lecture là. Je peux lire ce passage-là. Oui, tiens, par exemple. Allez. Au hasard. C'est pas 256. Oh bah. C'est la prof. Non, c'est pas la prof. Bien noté. C'est 200 combien? 156. 256. Je persiste. Je fais toute seule. Non, ça c'est Crépuscule, voilà, c'est là. Non, c'est 242. Ah, tout faux. Alors, on a mis à l'écriture. Alors ça, donc c'est un passage...
Là, on est en septembre, donc alors ils marchent pendant l'été polaire, donc au début c'est vraiment tout le temps la lumière permanente, et là ils arrivent au moment où on retrouve une alternance du jour et de la nuit, donc évidemment avant de verser de l'autre côté, donc du côté de la nuit. Crépuscule, 12 septembre 1897. L'automne polaire est venu, celui qui ne dure pas. Après la lumière sans fin de l'été arctique, l'automne est une parenthèse. Les jours, les nuits retrouvent leur alternance et c'est étrange, si près de la fin, déjà aimantée par elle, de renouer avec cette partition du temps si ancienne, si ordinaire, presque gommée pourtant par le jour dont ils peinent à sortir. L'intensité lumineuse qu'ils ont traversée comme sa lente dissolution dans le noir pourrait faire croire qu'ils n'ont vécu qu'une seule journée immense, dont les mois qui viennent de passer auraient été la matinée puis le midi ensoleillé, et dont l'automne qui vient serait le crépuscule. Nous n'avons pas d'image du retour de la nuit. Tout au plus pouvons-nous fouiller la surface des photographies les plus sombres. Quand on ne regarde qu'elles, et puis quand elles s'enchaînent, on dirait que de leur rythme va naître un mouvement, s'animer une silhouette, comme dans ces petits livres dont le feuilletage rapide fait apparaître une scène. On peut alors sentir leur présence, qui n'est plus la trace de leur corps, mais du peu qu'on en sait. Ils sont là, près du réchaud, tous les trois rassemblés. Ils retrouvent l'ombre du soir et les souvenirs qui y sommeillent, tous les souvenirs. Parions qu'on puisse avoir les mêmes, qu'il en existe de communs, qu'on partagerait sans le savoir avec des Suédois d'un autre siècle. Parions que nous soyons tous faits des mêmes instants, à peine déclinés, baignés par une lumière légèrement différente, et sur leur langue à eux, ce goût aigre-doux auquel nous ne sommes pas habitués. La Suède, quelque part, nous aurait alors toujours été familière, comme tous les pays lointains, à invoquer comme le spectre de très anciens souvenirs, du temps où nous ne reconnaissions rien, où nous ne savions rien nommer. Les premiers rivages, les premières plaines, les premiers corps touchés sans doute se ressemblent, et pourraient nous revenir comme ils leur reviennent, à eux qui tendent leurs mains vers le réchaud, quand la nuit reprend ses droits. Ils se récitent des poèmes, parodiques de préférence. Ce qui compte, c'est qu'ils maintiennent en éveil, suscitent des discussions, des rires. Ils roulent les mots dans leur bouche pâteuse, les tournent en plaisanterie. Quand ils se dévisagent, de chaque côté de la flamme qui fait le visage rouge à moitié, une joue chaude, l'autre glacée, comme à la lueur d'un feu des cow-boys fatigués. Quand ils voient leurs yeux luire, sans doute pouvons-nous toucher du doigt ce qui leur revient de la maison, de la chambre, d'une main sur leur front chaud de fièvre, des premières nuits passées dehors sous les lampadaires éclairant leur marche pressée, de leur course d'enfants vers le port de Stockholm, ou l'immense lac illuminé de granat. Le temps tourne sur lui-même, on dirait. Il y a des mois comme des heures comme des années. Vers la fin de la vie, il arrive que le passé prenne toute la place, aussi net et tranchant que le présent s'effiloche, tient dans un verre à dents. Après ces mois étirés à l'extrême, ces mois couchés sur leurs souvenirs, à leur faire oublier qu'il y avait eu une vie avant ce blanc, ce froid, leur triangle infernal, il se peut qu'ils aient l'impression que quelque chose les ramène à toute blinde en arrière, vers les images d'avant, celles qui pouvaient encore se détacher les unes des autres, qu'on pouvait isoler comme des cartes dans un jeu de tarot, alors que le présent s'étale à l'infini. Merci. Merci, Hélène. Avez-vous d'autres questions? Je voulais mettre l'accent sur l'art qui est... Pardon. Excusez-moi, moi c'est vraiment allez-y, allez-y. Vous êtes allé donc à Copenhague et je suppose qu'il y a des démarches pour pouvoir obtenir des photos, pour pouvoir utiliser cette histoire. Alors les photos, elles sont libres de droit, donc on a demandé l'autorisation. En fait, il y a un site de tous les musées suédois où elles sont numérisées et où on peut les utiliser. Pour la couverture, on les a... non, sinon pour raconter une histoire, il n'y a pas de copyright sur l'histoire. Il y a le droit à la citation, donc c'est vrai qu'il y a des livres que je cite, comme celui de Bea Ousma par exemple, qui a travaillé elle-même sur cette histoire, mais tant qu'on cite l'auteur et qu'on donne la référence, etc. Mais vous avez toute liberté. Oui. Et il est traduit?
Il est en train d'être traduit en espagnol, étonnamment, mais pas en suédois. Alors moi j'aimerais bien évidemment, mais justement le fait qu'il y ait eu déjà un livre écrit par une Suédoise il y a 2-3 ans sur cette histoire avec un best-seller en Suède en plus, apparemment ça ne facilite pas les choses pour la traduction. Mais bon, ça peut se faire un peu plus tard. Il est encore sorti récemment, donc il peut encore y avoir d'autres possibilités. Et vous l'avez lu, le livre qui a été fait par la Suédoise? Ah bah oui, j'en parle dans le livre. Oui, ça a été Est-ce qu'il a été traduit en français? Il est traduit en anglais. En anglais. Et il est passionnant parce qu'elle, en fait, c'est une femme qui a consacré plus de la moitié de sa vie à essayer de comprendre de quoi ils sont morts. Donc c'est pas un roman, son livre, c'est vraiment une enquête. C'est une fille qui a découvert cette histoire quand elle avait une vingtaine d'années et qui s'est mise à faire des études de médecine dans le but de réautopsier leur corps. C'est quand même une histoire assez dingue. Et donc elle a une théorie pour la première fois sur